Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs d'Alafia TV. Vous êtes bien à la bonne adresse. Canal Plus 235, Alafia Hebdo, votre émission politique de la semaine, va recevoir aujourd'hui Seydina Omar Meiga, qui est le coordinateur de l'association Nouveau Type de Maliens. Seydina Omar, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Nous avons également à côté de Seydina Omar Meiga, Mohamed Traoré, qui est le président du mouvement politique Fassoudin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir associé à ce débat. Nous avons également à côté de Mohamed Traoré et de Seydina Omar Meiga, Bourema Soulo. Bourema Soulo est journaliste. Merci Bourema Soulo d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, vous avez compris, nous avons trois invités, pas des moindres. Hein. Nous allons globalement parler de sujets d'actualité malienne. Premier sujet sur lequel on va certainement débattre, ça va être la liste des sanctions individuelles de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, une liste qui est désormais connue. Toutes les autorités de la transition, à l'exception du président colonel Assimi Goïta et du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, toutes les autorités sont concernées par ces sanctions-là, y compris le chef du gouvernement. Seydina Omar Meiga, qu'est-ce que vous dites déjà par rapport à ces sanctions-là en tant que coordinateur de l'association Nouveau Type de Maliens? Bonjour. Pour moi, ces sanctions n'ont pas suffisamment d'effet sur ceux-là qui ont été sanctionnés parce qu'ils sont plus dans une dynamique de travail. Permettre aux Maliens de sortir de cette situation qui ne date pas d'aujourd'hui, dont eux ne sont pas la cause en fait. C'est vrai, tout est parti de la date des élections, qui aujourd'hui le gouvernement a exprimé de façon claire à la CEDEAO qu'il ne pourrait pas organiser les élections d'ici février. Donc c'est suite à cela, je pense bien qu'il y a eu ces sanctions. Connaissant tous ces membres, je pense que c'est des gens peut-être qui ne voyagent pas, qui n'ont pas peut-être... je ne vois pas l'effet, l'impact sur ces hommes en réalité aujourd'hui. Donc pour moi c'est sans effet. Ça touche quand même leur famille, ça touche quand même leurs avoirs, et ça touche quand même le déplacement dans les pays de la CEDEAO. Par exemple, un ministre qui souhaiterait participer à une grande rencontre sous-régionale ne pourrait pas y participer, rencontrer des partenaires, rencontrer des acteurs financiers. Ce que je disais, aujourd'hui on est dans une dynamique de retravailler carrément le pays. Donc, le fait de s'associer, aller dans tel événement, malgré qu'ils sont aujourd'hui privés de tout ça, j'ai dit personnellement, je ne vois pas l'impact. En ce sens que, aujourd'hui, c'est les Maliens à l'interne d'abord qui doivent s'unir, qui doivent se donner la main. Et les voyages inopinés ou se faire voyager, aller dans telle rencontre, aujourd'hui, je pense que c'est sans effet pour nous. En ce sens que même si le ministre ou tel membre du CNT est sanctionné, peut-être le Ségal peut valablement représenter le Mali ou peut-être son chef de cabinet peut valablement représenter le Mali. Personnellement, ce qui est important, s'ils ne sont pas sanctionnés par le peuple, le reste pour moi c'est sans effet. Ok. Alors Mohamed Traoré, vous partagez le même point de vue que Seydina Omar qui pense que les sanctions de la CEDEAO sont sans effet sur les personnes ciblées. Je vous remercie de m'avoir associé à ce débat. Je pense que c'est un sujet fébrilement problématique dans la mesure où nous avons besoin des uns et des autres pour fédérer, pour communier, pour trouver une solution idoine à nos préoccupations. Je pense que ce sujet doit être traité dans le fond et non dans la forme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui? Je pense que c'est ce qui doit être au centre du débat auprès de la CEDEAO. C'est-à-dire le Mali, nous avons quand même connu 5 coups d'État. Nous avons quand même connu 5 chefs d'État. Quand on a été contraints à la démission, seulement un a pu terminer son mandat. Qu'est-ce qui nous a
amenés dans ce gouffre-là. C'est à cause de Donc, l'inéquité, donc l'inégalité. vous pensez que la CEDEAO fait une très mauvaise lecture de la situation politique? Je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO, comme le dirait l'autre, avoir conscience des enjeux, c'est déjà une solution. Ils doivent d'abord s'imprégner de certaines réalités. Peut-être que la CEDEAO joue son rôle. La CEDEAO, je ne dirais pas qu'il joue son rôle, parce que sinon ils allaient écouter le peuple. Parce que c'est le peuple aujourd'hui qui parle de refondation. Il y a des principes directeurs, des réglementations, des accords signés, des accords multilatéraux signés par nos chefs d'État. Si vous me laissez terminer, je vais aller au fond de mes pensées. Allez-y. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'État a pris des engagements vis-à-vis de la CEDEAO. C'est pourquoi j'ai dit assez souvent que ce problème-là doit être situé à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, nous avons dit qu'on allait organiser des élections dans un délai de 18 mois. Aujourd'hui, les personnes qui ont pris cette décision-là au préalable n'ont pas pris attache avec le peuple, n'ont pas concerté le peuple pour prendre cette décision. Ça aussi, il faut le dire. Mais aujourd'hui, on parle de refondation. Je pense que la crise sociopolitique a connu le Mali à son temps, en 2018 tout près. La CEDEAO est venue. On a eu à discuter avec la CEDEAO. La CEDEAO même a préconisé qu'il faut faire des réformes structurelles pour essayer d'organiser des élections libres et transparentes. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Aujourd'hui, dans quelle région on peut parler d'élections, concrètement, objectivement? Je pense que ATT, à son temps, l'a dit. Il a dit qu'il faut une certaine symbiose, une certaine communion pour essayer de pallier à certaines éventualités. On a une crise commune aujourd'hui, qui est l'insécurité. Je pense que la crise est en train de se détériorer de jour en jour. Je pense que la CEDEAO doit être la CEDEAO du peuple et non être à la merci d'une quelconque puissance. Ouais. C'est ce que déplore aujourd'hui le peuple malien dans sa généralité. Heureusement que la CEDEAO a sanctionné que les personnalités politiques. Borema Soulou, est-ce que quelque part la CEDEAO n'est pas en train peut-être d'écouter, d'éviter au peuple des sanctions qui ne les regardent pas forcément, en laissant par exemple ouvertes les frontières? Oui, mais moi, quand on parle de la CEDEAO, sans parler du Mali, j'ai l'impression que les Maliens pensent que la CEDEAO, c'est pas le Mali, quoi. Alors que le Mali est pays fondateur, est membre fondateur de la CEDEAO. Comment on peut parler, on peut voir la CEDEAO d'un œil d'extérieur? Ça, moi, même les plus avertis le disent, le pensent. Pour moi, ça relève vraiment de... Ça relève... De l'utopie, quoi. Pas de l'utopie, mais ça relève quand même de la désillusion. On ne peut pas imaginer une CEDEAO sans le Mali. CEDEAO fait 15 membres. C'est 15 membres, le Mali en fait partie. Si un des membres, le Mali, tous les pays, tous les textes qui régissent cette CEDEAO, cette Union ouest-africaine, le Mali est signataire. Pas signataire, mais le Mali même est rédacteur. Donc le Mali a rédigé à sa manière. Si aujourd'hui, à la place du Mali, c'était un autre pays qui se trouvait, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ou un autre pays, le Mali allait participer effectivement comme les autres le font. Donc pourquoi nous on pense que quand la CEDEAO, parce que c'est le Mali depuis 2012, c'est le Mali qui est dans le gouffre, on pense que la CEDEAO est contre le Mali. Parce qu'on est toujours dans le populisme. Parce que pourquoi je dis ce populisme-là? On dit peuple. Il y a dans la Constitution, il y a un article qui dit qui est le peuple. Est-ce que le fait qu'on puisse mobiliser 30 000 personnes, 1 million de personnes, c'est le peuple qui est sorti, c'est le peuple, on peut dire. Donc pourquoi dire toujours que c'est le peuple? Alors donc, concrètement, la sanction, les personnes ciblées, la sanction a des effets qu'on ne mesure pas. Tu l'as dit, vous l'avez dit dans votre introduction, du fait qu'on ne peut pas. Ce n'est pas un chef de cabinet qui va aller rencontrer un premier ministre ou un ministre. Il ne peut pas le dire comme si l'homologue pouvait le dire. Le ton n'est pas égal, quoi. Donc, moi, je ne crois pas que à la place de Malick Diaw, son chef de cabinet peut aller rencontrer un certain Bala Sakandé du Burkina, parler de tête à tête de la même façon que si c'est Malick Diaw. Alors, Premier ministre Choguel Kogala Maïga, son chef de cabinet peut aller parler. Je ne crois pas qu'il peut aller parler de la même façon que Choguel lui peut le faire avec son homologue ou ses homologues de la sous-région ou même du monde. Donc, pour dire
que la sanction de la CEDEAO n'a pas d'effet sur nos autorités, ça relève à jouer leurs jeux, parce que c'est comme ça qu'elles disent, ces autorités-là. Non, nous, on ne voyage pas, non. Mais il y a le gel d'avoir. Vous ne voyagez pas, comment vous ne voyagez pas? Comment un pays peut se développer sans que les autorités ne voyagent pas? Donc, soit on n'a pas une vision pour le développement de ces pays. Et pour parler de la refondation, on est en train de dire, oui, la refondation. On n'a jamais vu. On va y revenir, Voilà. Brahima Soulo. Alors, Seydina Omar Mega, de ce pas, on va peut-être parler directement de toujours ces sanctions-là. La CEDEAO demande quoi? La CEDEAO demande l'organisation, le respect des engagements pris par les autorités. Le chef du gouvernement a pris des engagements. Le président colonel Assimi Goïta en a pris pour dire que les élections vont se tenir. Alors vous, pourquoi pensez-vous qu'il ne faut pas respecter ces engagements-là pris déjà? D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport aux membres du gouvernement ciblés par la CEDEAO, c'est une façon de dire clairement, nous ne voulons pas du gouvernement de Choguel, tout simplement. C'est Choguel le problème. C'est Choguel le problème. Pourquoi Choguel serait Justement, le problème? il l'a mentionné, la CEDEAO n'est pas en fait, d'une part pour le peuple, ne défend pas les intérêts du peuple. Mais j'ai l'impression, je dis bien, j'ai l'impression qu'elle est à la merci de certaines puissances pour dicter leur volonté. La théorie du complot. Pas forcément, mais leur volonté pour qu'eux, ils reviennent, pour qu'ils reviennent sur la table des négociations en réalité. Quel pays, par exemple? Je ne saurais le dire, j'ai dit j'ai l'impression. J'ai l'impression. Alors, peut-être, je ne sais pas, mais la façon dont les choses se passent et les choses se font, clairement, ça montre qu'on ne veut plus du gouvernement de Choguel. Si tout de suite Choguel part, on amène un premier ministre consensuel, entre guillemets, qui reste toujours à vérifier. Sinon, Bandao n'avait pas fait, c'est-à-dire l'objet de consensus, mais tout le monde l'avait accepté et on sait dans quelles conditions il est parti malheureusement. Mokhtar Wan, pareil, on peut le dire. Ils ont fait, dans quelles conditions ils sont partis? Conditions où carrément on les a relevés sans qu'ils ne soient informés. Un coup d'État dans un coup d'État, c'est clair. Vous ne cautionnez pas? Non, qu'on cautionne ou pas, ce n'est pas ce qui nous intéresse nous. Ce qui nous importe, nous, aujourd'hui, en tant que nouveau type de Maliens, c'est de permettre à ce que les Maliens se retrouvent. C'est de permettre à ce qu'on essaye de mettre la politique de côté. Essayons de voir au-delà de nos personnes, de nos partis politiques. Alors, on va revenir sur le cas de Choguel, Seydina. Donc, pourquoi c'était Choguel juste serait le problème? Et Choguel, c'est un problème parce que, en fait, Choguel a mis fin à pas mal de choses qui dérangent certaines puissances, à ce que je sache. Comme donc, quoi, de ce par fait, exemple? beaucoup de choses, telles que par rapport à la révision de l'accord militaire qui lie notre pays, par exemple, à la France, par rapport à d'autres pays, l'accord qui est en cours par rapport avec les Russes, qui peut-être, je dirais, n'a pas encore vu le jour. Même Choguel n'a pas confirmé. Non, mais écoutez... Est-ce que c'est vrai même? Non, mais justement, sachons lire entre les lignes. Essayons de voir au-delà. Pourquoi? Abdoulaye Diop a dit qu'il n'y a pas il dit qu'il n'y a pas de contrat entre le Mali et Wagner. Wagner plutôt, voilà. On peut le dire ainsi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consensus ou de contrat entre le Mali et la Russie actuellement. Ça, c'est ancien. Oui, mais ça peut être révisé autrement. En incluant Wagner? Autre chose, pas forcément Wagner. En essayant... privées. Possible. Tout comme ça peut être l'armée russe qui sera débarquée ici pour accompagner nos militaires. En tout cas, dans tous les cas, ce qui est sûr, Choguel dérange. Donc, essayons de voir comment dégager Choguel. Et ces sanctions ne visent que les... C'est la CEDEAO qui se veut faire dégager Choguel. À travers les sanctions... Non, mais même les hommes politiques maliens, certains, aujourd'hui, les informations que j'avais, la classe politique qui avait rejeté les assises... Est-ce que la CEDEAO veut faire éjecter Choguel? J'arrive. Pour nouveau type de Malien, est-ce que c'est le cas? À mon avis, je dis bien à mon avis, en regardant les sanctions contre les éléments, contre les membres du gouvernement,
ça dénote du carrément. Conseil national de transition aussi. J'arrive. Ça dénote carrément le fait qu'aujourd'hui, l'autre, là, comment on appelle ça, là, la CEDEAO veut faire partie de Choguel. Mieux, tous ceux-là qui ont été sanctionnés au sein du CNT, c'est des gens qui sont hostiles à la politique étrangère. Mais tous dans les notre membres du pays. CNT Pratiquement tous les membres sont sanctionnés. Il y a pas de- Pratiquement. il y a pas- Non, mais ils ne sont pas tous sanctionnés. Hein. Qui Est-ce que Mbarkawan en fait partie? Oui, Ah, tout le Salida, monde. Mbarka, Tout le monde. C'est les Tous les 121. membres. C'est les Ceux-là que 121 j'ai membres. pu retenir ok. quand même, c'est des Non, gens à hostiles. l'exception- Oui, non, C'est non, des non. gens hostiles à la Non, politique sauf- étrangère, à l'exception- plus précisément Tout le à la monde. politique française chez nous. Non, Tout à le monde. l'exception De du Issa président colonel Assimi Goïta et du ministre des Affaires étrangères. Oui, ça c'est Abdoulaye Diop. d'ouvrir toujours la brèche permettant à ce que Voilà, la CEDEAO et le Mali voilà, continuent sinon, à toutes les discuter, bien autorités, évidemment. voilà. Ouais. Merci beaucoup. Donc, Mohamed Traoré, Choguel dérange, comme le dit Seydina. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est le peuple malien même qui est mis en branle. Pourquoi? Parce que je me rappelle dans un passé récent, Cheikh Modibo Diarra avait pleuré à la tribune de la CEDEAO pour demander l'apport de la CEDEAO pour intervenir au Mali pour trouver une solution idoine à nos préoccupations. C'était en 2012. Et personne n'est intervenu pour aider le Mali. C'est après l'intervention de Serval que les gens ont commencé à se manifester. Donc l'histoire Aujourd'hui, on demande le départ des Français qui sont venus nous... L'histoire est récente. Je pense que c'est très clair aujourd'hui, la politique française dans notre pays. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Je pense que je le dis de manière décomplexée. Et avec 3000 militaires, 200 véhicules logistiques, 6 drones, on nous dit depuis 8 ans qu'on n'arrive pas à trouver Yadagali. Donc, je pense que clairement, la politique... Ils ont eu Abou Walid, ils ont eu pas mal Non, de- mais celui quand qui même. dirige, celui qui dirige même, celui qui tient les ficelles, c'est Yad Mais si Agali. c'était facile, pourquoi les Mais FAMA je ne- pense n'arrivent pas à que, je le trouver, pense par que exemple? la France, Maman Traoré. la France en venant au Mali, C'est pas facile, ils ont tenu un discours concis et précis. On les a fait appel. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut situer les responsabilités à plusieurs niveaux. Ce n'est pas à cause de la France que la loi d'orientation de programmation militaire, on ne sait pas là où se trouve l'argent aujourd'hui. Ce n'est pas à cause d'eux qu'il y a déliquescence au sein de notre armée. Ça, il faut le dire. C'est ceux qui ont été dans la classe dirigeante, qui ont géré ce pays et qui ont failli à la gestion de ce Et pays. qui doivent Et répondre. c'est pas la France. le Maintenant, problème. la France est venue, on a fait appel à la France en 2012 de venir nous aider. La Avant- France en avant venant, la loi de s'il vous programmation plaît, militaire. la France en venant a dit qu'ils vont nous aider à recouvrer notre territoire. 8 ans que nos enfants ne partent plus à l'école. 8 ans que nous vivons dans une situation de délabrement avancé. À qui la 8 faute? ans que... Mais la France dit que c'est à nous que revient le truc, la mission de défendre intégralement notre territoire. Donc, Mais vous est-ce qu'on demandez nous le laisse départ. aujourd'hui le choix d'être en première ligne? C'est la question qui se pose. Quand on sait que ce n'est plus un secret de polichinelle, quand on vient de mettre fin à l'accord de défense qui lie le Mali à la France, et, on a parlé de restructuration, de revoir, de modifier ce traité-là, mais Assimi a dit clairement qu'il va le mettre à côté. Mais pourquoi? Parce que on ne peut même pas survoler notre territoire sans pour autant prendre attache avec le commandant français. On se Alors, demande moi- si nous moi- sommes dans un pays Moi, j'ai républicain, une si nous question- sommes dans un une pays question souverain. très simple, Mohamed Traoré. Choguel Kokalamega est arrivé à la tribune des Nations Unies disant que lorsque Cheikh Modibo Diarra. Non, là, je Ah, pose oui. une autre question. Disant, par exemple, que la France est en train de les abandonner en plein vol, lorsque la France a décidé de réadapter son dispositif en laissant plus de place, mettre en première ligne les forces armées maliennes, le Mali dit non, que la France veut les abandonner. Et récemment, à Tessalit, on a vu le transfert de la base aux FAMA. je pense Alors, que- qu'est-ce qui pose problème maintenant aujourd'hui véritablement? Est-ce qu'il faut chasser la France? Il faut dire à la France merci beaucoup, franchement 8 ans, on en a marre. Ou bien non, restez avec nous encore, durcir le temps face aux djihadistes. Vous savez, j'ai toujours tenu ce discours-là, disant que Emmanuel Macron n'est pas venu à la tête de la France pour défendre les intérêts du Mali. Aucun État ne le ferait. Aucun État ne le ferait. Ça, c'est très clair. Maintenant, allons-y sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, qu'est-ce que la France tient comme discours? La France dit, je viens au Mali pour injecter 600 milliards de francs CFA par an. Parce que tout simplement, le Sahel est une digue. Si le Sahel tombe, nous allons avoir des répercussions néfastes sur notre pays. C'est ce que la France tient comme discours.
Wagner, je sais qu'officiellement, on ne le dit pas que le Mali a pris attache avec la société privée Wagner, mais officieusement, je pense qu'il y a eu des contacts entre la société privée Wagner et l'État malien. Maintenant, qu'est-ce qui a été au centre du débat? C'est-à-dire, on vient dans votre pays, l'engagement, la contribution qu'on va venir faire dans votre pays, vous allez nous être redevables. Mais comment? Vous allez nous mettre à notre disposition des mines, vous allez mettre à notre disposition 600 milliards, je prends un exemple comme ça. Maintenant, ça c'est très bien, parce que ils nous disent, généralement les rumeurs dans notre pays c'est fondé quoi. Et ils nous disent, on vient vous aider et vous allez en contrepartie nous verser cette somme-là. Ça c'est très clair. Maintenant, la France vient nous dire, non, on vient injecter 600 milliards de francs CFA dans votre pays, on n'attend rien en retour. Ça, c'est très grave. Ça veut dire que, ils sont là. Non, on essaie. Ce que moi je dis, c'est que la France est en train de gérer le problème du Mali comme avec une formule archaïque d'une autre époque. Aujourd'hui, la France a devant elle une génération décomplexée, décolonisée, une génération qui est en phase avec la face du monde, une génération qui est sur la même longueur d'onde en matière d'information que les Français. Consciente déjà lorsque la France organise un sommet sans les chefs d'État, en invitant les acteurs, les jeunes, la société civile pour leur dire bon voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un secret de polichinelle. Il y a un couac entre le Mali et la France aujourd'hui qui ne dit pas son nom. Ça, c'est très clair. Aujourd'hui, la France, le Mali est en train d'aller sur des bonnes bases. Nous sommes en train de parler de refondation dans notre pays. Et pour faire la refondation objectivement, concrètement dans notre pays, il faut qu'on s'assoie pour se parler. C'est pourquoi, moi, ça me vexe à mon être le plus profond de voir certaines personnes personnifier le débat de tout un pays autour d'un individu. Shogel. Aujourd'hui, la personne de Shogel est minime par rapport à ce que nous vivons dans notre pays. Alors, Bourema Soulou, à en croire Seydina, Shogel certainement dérange, mais ce que croit Mahaman Traoré, c'est que le Mali ne se résume pas à Shogel. Vous, quelle est votre perception de tout ça? Bon, moi, ma perception de tout ce qu'on vit actuellement, c'est que parce que on a parlé de consensus ici. Pourquoi Shogel ne fait pas consensus? Shogel a 4 mois de son accession à la primature, il a dit quoi? Il a dit pas question d'ajouter même 1 heure de plus à la transition. Les vidéos sont là, la conférence de presse, moi personnellement je l'ai couvert. Quel est cet homme politique? Donc, il l'a dit, c'est clair. Donc aujourd'hui, il vient aux premières heures, ils disent on va respecter tous les engagements. On va respecter tout ce qui a été dit. Ce qu'elle même a dit, la présentation de PAG, mise en place de l'organe unique de gestion des élections, tout ça peut se faire en un temps court. Donc aujourd'hui, ce même Premier ministre sort pour dire non, je pensais que c'était facile, mais non, ce n'est plus facile. Est-ce que c'est comme ça qu'il l'a dit? Ouais. Non, mais c'est ça, ce n'est plus facile parce que quand tu dis au départ c'est faisable, maintenant tu paraphraser quoi. Pour paraphraser, tu dis ce n'est pas faisable. Pour moi, c'est pour dire, oui, j'avais pensé que c'était facile, maintenant, à la tâche, je vois que ce n'est pas facile. Donc, il faut vraiment, on m'accorde un temps de plus. Alors que le premier rôle, la priorité des priorités d'un gouvernement de transition, on sait bien comment la transition se passe, c'est l'élection, c'est l'organisation d'une élection présidentielle crédible, transparente et tout. Aujourd'hui, on nous parle, il n'y a pas de sécurité pour faire des élections. Mais est-ce qu'il y a de sécurité pour faire des assises nationales de la refondation dont on parle? Non, les deux sont liés. S'il n'y a pas d'élection, parce que quand Ikassa Maïga nous reçoit pour le dire que les assises nationales de la refondation, ça commence dans les villages, communes, cercles, pour remonter à Bamako. C'est la même chose que les élections. Les élections, se passent effectivement la même chose. Mais, sauf que ça se fait en même temps. Les élections, c'est le même jour, ça se déroule. Mais là, aujourd'hui, les élections ne peuvent pas se tenir à Maribougou. Peut-être l'enjeu est plus important. Est-ce que les élections ne peuvent pas se tenir à Maribougou? Mais est-ce que les assises nationales peuvent se tenir à Maribougou? C'est la même chose. On nous parle que le problème du Mali, c'est la France. Quelle France? Oui, le problème du Mali, ça peut être la France. Mais qu'est-ce que nous, on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait que la France n'a pas fait
ou qu'est-ce que nous, on a fait pour montrer à la France qu'on peut le faire, que la France n'a pas fait. Aujourd'hui... Est-ce que le Mali a besoin de la France Est-ce que le Mali a besoin de la France aujourd'hui? Moi, je viens du centre. Nous avons des forces armées maliennes. Je viens du centre il n'y a même pas 2 mois. Et quand on quitte Sévaré, mon cher ami, c'est que Sédina Omar fait Mopti. Quand on dépasse Sévaré jusqu'à Bandiangara, Koro, on ne parle pas de l'État. Et les positions occupées sur cet axe, Sévaré-Bandiangara, les positions occupées par Dana Ambassadou, qui est le groupe d'autodéfense qui sécurise ces zones, c'est les positions de l'armée. Comment l'armée qui abandonne? Je ne dis pas que l'armée abandonne parce que c'est un problème. Comment l'armée qui abandonne ses positions au centre, quand on le confie Kidal, on va dire que demain on ne va pas appeler les mêmes partenaires pour venir nous sortir de main. D'ailleurs, moi je suis d'accord, si on dit France dégage, on dit tous ces pays qui veulent nous aider, dégagez-vous. Nous, on va nous prendre en charge. Mais on ne peut pas appeler un pays colonisateur pour un autre pays colonisateur. France, que ce soit la France, qui se passe aussi au Mali, c'est ça que la Russie fait en Ukraine, en Pologne, dans les pays. C'est la géopolitique, la géostratégie. Mais ce n'est pas que la France qui est là. Non, ce n'est pas que la France qui est là. Mais pourquoi moi, je vois même... Non, parce que c'est le précaré. Donc, du coup, il ne faut pas, vous l'avez dit, il ne faut pas personnifier le débat autour d'un Premier ministre. Mais le Premier ministre, du moment où lui a refusé tout consensus, il a refusé avec tout le monde tout consensus, quand tu viens au pouvoir, il faut attendre. Il a entamé quand même des démarches pour rencontrer des partis. Oui, mais ces démarches, les gens vont dire pour pouvoir fédérer, avoir une inclusivité. Ça ne va jamais se faire. Pourquoi? Les assises nationales de la refondation. Manque de volonté politique. Choguel n'a pas participé à la conférence d'entente nationale. Choguel n'a pas participé le dialogue national inclusif. Toi, tu n'as pas participé. En tant que parti politique, tu as dit que tu as soulevé des problèmes. Mais si tu vas vers des autres et que les autres te soulèvent des problèmes pour dire que nous, on ne va pas participer à toi. On va rester dans un cercle vicieux quand même, Bourema Soulou. Non, mais le Mali, on est dans ça. On est dans ça. Qu'on le veuille ou non, on est dans ça. Peut-être que c'est le nouveau type de Malien qui peut nous sortir de ça. Sinon, on est dans ce cercle. C'est juste que je suis quand même surpris de sa réaction. C'est vrai que c'est son point de vue. Je respecte, mais pour un journaliste... C'est un débat, c'est normal. Oui, c'est un débat, mais lui, il a une position de journaliste. Je le vois plus opposant qu'un journaliste. Non, c'est normal parce que. Mais bon, je donne en tant que Malien. Là, je ne suis pas là en tant que journaliste. Si je représentais mon organe, j'allais le faire. J'allais faire une analyse journalistique. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Quand le Mali faisait appel à travers Dionkunda, à l'époque, demander à la France de venir nous appuyer. La France était venue dans un but d'aider les Maliens à se relever, recouvrir carrément la totalité de nos frontières, de notre territoire. On est d'accord. Alors, ils se sont fixés un mandat d'1 an, suivi de l'aménagement. Elle s'est donné effectivement un mandat d'1 an. En disant quoi? Que pendant ce mandat, voilà la résolution qui avait été adoptée, je ne me rappelle plus du quoi là, 23 quoi là, voilà, exactement, le numéro, voilà. Je ne me rappelle en tout cas plus de ça. Ils se sont fixés 1 an. Dire que, bon voilà, pendant ce temps, nous allons mettre fin et vous remettre les clés de la gestion. Première année, ils n'ont pas pu. Deuxième année, ils n'ont pas pu. Troisième année, ils n'ont pas pu. Tenez-vous bien, la situation s'empire de jour en jour. Et à chaque fois, quand il y a des protestations, quand il y a des tueries contre, c'est-à-dire nos femmes et les civils en masse, et que les populations se soulèvent, on entend tout de suite que tel grand chef djihadiste a été abattu pour calmer les ardeurs. Vous avez fait le constat avec moi, j'espère. Alors, pendant 6 ans, 7 ans, c'est pourquoi vous êtes venus pour faire 1 année. J'arrive, vous n'avez pas pu. Alors, si une transition qui vient dans un autre coup d'État à qui on a confié le gouvernement et ils constatent que, au fini, certes, au départ, ils disent que oui, ils seront dans le temps. Ils n'ont pas pu. Ce n'est pas vous, communauté internationale, qui allez imposer quoi que ce soit. On est désolé. Vous avez eu 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et on est dans un... J'arrive. On n'a pas pu. Et c'est vous qui allez imposer à un
Qu'est-ce que la CEDEAO a dit en 2020 après la crise post-électorale législative? Il faut une structuration, une réforme, c'est-à-dire politique et institutionnelle, carrément, revoir la façon dont on organise. Ils l'ont dit, c'est la CEDEAO qui l'a imposé, en allant vers un consensus d'accepter Ibrahim Boubacar Keïta et une large ouverture du gouvernement pour permettre à ce que les opposants y entrent dedans. Ça, c'était lors d'une phase transitoire ou c'était en 2020 tout près, juste après. Avant le coup d'État? Non, c'était avant le coup d'État. Voilà. C'est cette même CEDEAO qui l'avait proposé maintenant pour aller vers, c'est-à-dire une réforme au niveau, c'est-à-dire de la façon dont on organise les élections, que ce soit au niveau du fichier électoral, que ce soit. J'arrive, juste pour terminer, c'est pour dire quoi? Cette même communauté internationale qui a eu 8 ans à nous aider, à nous relever, n'a pas pu faire. C'est pas elle qui allait nous imposer. C'est vrai qu'ils pensaient pouvoir le faire, ils n'ont pas fait. Et je pense que la ferveur des populations même qui dénote carrément l'engagement de ces gens à donner mandat quitus à ce gouvernement de continuer. Maintenant, j'arrive. Je pense que le gouvernement a été assez courageux pour écrire à la CEDEAO, leur dire, tenez-vous bien, nous ne sommes plus en mesure d'organiser les élections. Voilà les raisons. Maintenant, je pense que cette même... J'arrive. Oui, le gouvernement aurait dû attendre les assises, tout ça là. Voilà. Écoutez, on sait comment ça se passe. Il y avait un conseil, comment on appelle ça, une réunion extraordinaire par rapport... Ça donne comme raison à certains hommes politiques qui disaient que les assises nationales, le résultat c'est connu d'avance. Non. Le report des élections, c'est pour légitimer ça. Il faisait allusion tout de suite aux assises qui se feront des villages, arrondissement, cercle, région, jusqu'au district. Très important dans la mesure où la façon dont vont se tenir ces assises, c'est pas que c'est juste permettre aux gens de légitimiser déjà ce qui avait été dit à leur niveau là-bas, remonter simplement ces informations. C'est différent d'organiser des élections, il faut déployer l'artillerie militaire. L'administration territoriale. Mais aujourd'hui, j'arrive, non, pas autant que ça au niveau des villages. Les villages, on sait, vous êtes de Bourem, j'arrive, vous êtes de Bourem. Aujourd'hui, on fait appel à notre maire, Ahmadou, aujourd'hui, on lui dit, voilà la situation. Faites appel à tel, les chefs de quartier, les chefs coutumiers et autres se retrouvent, les populations se retrouvent, c'est entre elles là-bas, les populations. Il y a des villages où c'est pas du tout tenable sans la sécurité, hein. Il n'y a pas le maire. J'arrive. Le maire n'y est pas. Dans beaucoup de villages, il n'y a pas de maire, il n'y a pas d'autorité. J'arrive. Par rapport, comment on appelle ça, aux élections dont il fait allusion, il fait une comparaison. Juste pour terminer rapidement, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs acteurs qui seront, c'est-à-dire, dans le jeu. Et ce n'est pas évident. Ce qui est important pour nous, ce qui nous incombe aujourd'hui, ce qui est important pour nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller véritablement vers des réformes. Nous, c'est les réformes qui nous intéressent pour éviter, parce que toutes les crises c'est-à-dire les Maliens ont connu, c'est suite à des élections, c'est des crises post-électorales. Et pour ce faire, il faudra remédier à cela. Pour remédier à cela, il faut aller vers une refondation profonde. Vous avez parlé de la place des acteurs locaux dans ces assises nationales-là. Maman Traoré, rapidement, parce que Bourema Soule va nous quitter un peu de temps. Lors de ces assises-là, c'est sûr que les légitimités traditionnelles sont là pour apporter leur contribution à l'édifice national. Le président Assimi Goïta a décrété désormais, je pense en tout cas en novembre et mois de novembre, là, je sais plus, le 11 novembre exactement, la journée nationale des légitimités traditionnelles. Alors, est-ce que cela a un intérêt particulier pour vous? Pour revenir, si vous me le permettez, rebondir à ce qu'a eu à dire mon cher camarade à côté. Au fait, on essaie de faire la nuance il faut lever la nuance entre une assise nationale et une campagne électorale. Exactement. C'est-à-dire que les problèmes dans les coins et recoins du Mali sont déjà connus, des légitimités traditionnelles. Il suffit juste de les remonter. Et ça, on n'a même pas besoin de leur présence en réalité pour le faire. Tout à fait. On peut envoyer des courriers, on peut envoyer des trucs, mais je pense que le ministre de l'administration, le cas patent est celui de Soumaïla Cissé.
Je pense qu'il n'y a pas de raison de débattre par rapport à cela. Même vous, vous avez eu à dire, vous n'allez pas vous dédire. Vous avez parlé de l'insécurité tout près ici à Koulikoro, à Sibi. On ne peut pas battre campagne. Ça c'est, moi, je ne suis pas dans un débat de Shogel. Shogel. Dans 2 ans, par Maman Traoré, on pourra stopper. Il faut, Personne. Tu as parlé, il faut un minimum de consensus autour d'un idéal. Qu'est-ce qui manque C'est-à-dire, ce qui manque aujourd'hui au peuple malien, c'est que personne ne veut se regarder en face et se dire les vérités par rapport à comment notre pays est tombé bas. Notre pays était cité en démocratie ici. Mais pourquoi nous nous retrouvons là où nous sommes, la risée même du monde? Aujourd'hui, moi je pense que il faut pas confondre le Shogel du M5 et le Shogel étant Premier ministre. Pourquoi? C'est l'erreur. Non, mais Shogel... Il est toujours du M5. Il ne parle que du M5. Moi, je pense que... Il me distrait là à côté. Moi, je pense que... Il faut le donner. Moi, je pense que... De toute façon, c'est ton fils. Tu peux donner une baffe. Moi, je pense que... Je pense que nous allons revenir dans le débat. C'est-à-dire que Shogel, il est aujourd'hui dans la classe dirigeante. Et la classe dirigeante aussi a ses réalités. Aujourd'hui, il a pris connaissance de certains faits. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est d'une nécessité impérieuse qu'on s'assoit pour se parler. J'ai eu à rencontrer... On essaie de m'obstruer là. Non. J'ai eu à... C'est pour que les téléspectateurs comprennent les choses. Oui, mais je vais venir. Quand Shogel n'était pas Premier ministre, quand il parlait, il n'avait pas les réalités. Il ne parlait non, pas mais Shogel du M5 et Shogel d'un Premier ministre, c'est comme vous. Vous êtes dans un groupement politique. Mais en réalité, vous n'avez pas les mains dans la pâte. Ça, vous ne pouvez pas vous imprégner de certaines réalités. Aujourd'hui, il a la main dans la pâte. Il est confronté à certaines réalités, ce qui l'amène aujourd'hui à parler d'assises nationales de refondation structurelle. Aujourd'hui, hier, j'ai eu à rencontrer un membre de l'ancien régime, du parti de l'ancien régime, qui m'a dit clairement... RPM qui m'a dit... Il faut nommer les choses. Oui, il m'a dit clairement, non, nous n'allons pas assister à ces assises nationales parce qu'à notre temps aussi, nous avons eu à souhaiter la venue de Shogel, nous avons eu à souhaiter la venue du M5 pour siéger, pour donner son avis par rapport à... C'est un argument qui n'est pas... Voilà, moi je pense que... Aujourd'hui, on doit prendre de la hauteur. En politique, ça compte. On doit prendre de la hauteur. Aujourd'hui, on parle de l'existence de notre pays. Voyez-vous certaines personnes qui sont contraintes aujourd'hui à l'exil. Leurs parents sont en train de marcher dans la rue la tête baissée. Parce que quand ils ont été dans la classe dirigeante, ils n'ont pas fait les choses dans les règles de l'art. C'est pourquoi moi je dis que n'est pas politique qui le veut. Un homme politique doit aller dans les coins et recoins du Mali. Assouvir au désir de la population, prendre en compte les préoccupations, se servir la politique et non se servir de la politique. Une dernière réaction par aujourd'hui, rapport à tout ça. S'il vous plaît, je vais terminer. Je pense que nous ne sommes pas d'accord. Soyons d'accord que nous ne sommes pas d'accord, mais donnons une chance à l'action collective et inclusive pour sortir ce pays-là de l'ornière. Pour l'intérêt général. Bourema Soulou, rapidement, une réaction avant de... Voilà, donc moi, ce que j'aimerais dire, personne n'est malin plus que personne ici au Mali. Quand nous qui, peut-être, il m'a dit, il pensait que j'étais venu ici avec ma casquette de journaliste. Oui, je suis journaliste. Non, je sais, je suis journaliste, mais je suis journaliste au Mali parce que le Mali a... Les journalistes ont leur mot à dire. Voilà, donc le pays, je le vis. Donc du coup, moi, ce que je reproche à l'équipe dirigeante du M5, parce que c'est des M5, de ne pas faire effectivement la part des choses entre le boulevard de l'indépendance, au moment où on était dans l'opposition, et entre quand on tient le pouvoir. Parce que une chose est de réclamer ou de chercher le pouvoir, et l'autre, c'est de l'exercer. Et maintenant, on est dans l'exercice même maintenant du pouvoir. En tout cas, ces propos font peur aux populations qui pensent que... C'est ça, quand on est dans l'exercice du pouvoir, on doit faire vraiment attention à certaines choses qu'on dise.
Et quand on est à un certain niveau, même le discours il a tenu, parce que vraiment on est à Nations Unies, parce qu'on est dans la transition qu'il a pu tenir. Sinon, Choguel, Premier ministre d'un président non, élu, ça veut dire que vous ne suivez pas Choguel. Non, Choguel, on l'a vu. Choguel, il a toujours tenu ce discours-là. Choguel, on l'a vu ici, ministre porte-parole du gouvernement à la télévision nationale du Mali, qui disait la même chose à l'opposition. On a même mis la pression sur Assimi. Ou bien, à son temps, il a même dit la même chose à l'opposition du Ibrahim Boubacar Keïta. Donc, alors, du coup, moi, ce que je dis, pour clore et peut-être vous quitter, vraiment, le Mali, on l'aime. Et on aime que le Mali aille de l'avant. Mais pour cela, si on est dans une communauté et que la communauté exige l'organisation d'une élection, il faut montrer des preuves qu'on est en train de faire. Depuis que Choguel est venu, il n'y a pas de preuves qui montrent qu'on est en train d'aller vers les élections. Moi, je n'ai pas vérifié, je ne peux pas confirmer. Alors, rapidement, avant de partir, ce dernier sujet-là, les journées minières et pétrolières ont eu lieu. Il y a eu 3 journées. La question qui était au centre des débats, des échanges, c'était le développement des contenus locaux. Il faut que les acteurs locaux de l'exploitation minière bénéficient davantage des retombées de l'exploitation minière. Pour vous en tant que journaliste, peut-être vous avez été sur le terrain, quel est votre constat et qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Bon, on est toujours dans le même problème du Mali, c'est un problème malien, la gestion du secteur minier au Mali. Parce que, comme on a dit avec le secteur sécuritaire, on le confie à l'autre et l'exploitation... À l'autre, c'est qui? Bon, au pays multinational, l'exploitation du secteur minier, le Mali est, on le dit, suffisamment riche, son sous-sol est suffisamment riche, donc, mais est-ce que ça profite aux Maliens? Le Bandao, quand on l'a investi, dans son discours d'investiture, il avait dit l'or du Mali brillera pour le Malien. Mais jusqu'à son départ, on n'a pas vu l'or malien briller pour le Mali. Peut-être l'action, il y avait des décisions qui étaient là, mais l'effet prendra du temps. On ne sait pas si on est toujours dans le temps de l'effet, mais il faut quand même, avec Sédou Oumar Traoré, il avait pris une certaine mesure pour régulariser en quelque sorte ce secteur. Si je crois, on arrive à nationaliser. Donc ça avance, il n'y a pas que nationaliser. Il n'y a pas qu'un bilan négatif pour la transition. À nationaliser. Non, jusqu'à maintenant, on voit que le secteur ne profite pas aux Maliens. Mais on a quand même, avec les autorités qui sont là, qui avancent dans ce secteur, avec parce que l'autre, lorsqu'il était dans le premier gouvernement, il avait pris des mesures d'annulation de certains contrats qui faisaient même usager qui faisaient bruit. Donc ça, c'est vraiment à l'actif de la transition qui voulait que ça brille pour le Mali. Comme je dis, on est tout peut-être dans le temps où enfin, ça ne se sent pas vite. Peut-être que ça ne se sent pas vite, mais nous, les Maliens de lambda qui ne mangeons pas 2-3 fois par jour, on veut vraiment voir l'effet vite. Okay. Donc, j'imagine que les conclusions, les recommandations de ces journées minières vont être appliquées par les autorités. Parce que quand on est sans agenda, comme actuellement, c'est en ce moment on peut mettre certaines choses en place. Okay. Et quand on vient avec son agenda, c'est très difficile. Alors, merci beaucoup Bourema Soulo qui va devoir nous quitter parce qu'il a des cours et une formation. Alors, Maman Traoré, par rapport à l'exploitation minière au Mali, les retombées, on le dit tout le temps, ne sont pas du tout... les populations locales ne bénéficient pas des retombées. Qu'est-ce qui ne marche pas? Non, bon, je pense que dire que les populations ne bénéficient pas de l'or, c'est un discours qu'on tient assez souvent, générique. Moi, je pense que ce discours n'a pas lieu d'être. Moi, je pense que ce qu'on ne dit pas assez souvent en matière d'or, c'est que l'or demande beaucoup de recherche. Ça demande beaucoup d'investissement. Et rares sont les Maliens qui acceptent d'injecter leur argent pour faire des recherches. Parfois ça peut marcher, parfois ça ne peut pas marcher. Ça, c'est la réalité même de l'entrepreneuriat. Maintenant, notre pays n'a pas cette culture-là. Nous n'avons pas cette culture-là d'injecter notre argent sans rien avoir en retour. Maintenant, parfois, vous avez vu des binationaux, des Sud-Africains, des Américains, des Canadiens qui viennent exploiter notre or parce qu'eux, ils acceptent d'injecter leur argent sans rien attendre en retour parfois. Donc maintenant, forcément, ils vont tirer des bénéfices à leur profit. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit
essayer de faire en sorte que les binationaux aient cette culture-là d'investir leur argent pour les recherches aurifères. Et aussi, l'État doit rendre ce secteur-là propice et sain pour l'épanouissement des Maliens. Mais je pense que c'est des discours politiques qu'on tient assez souvent en disant que l'or va briller pour le Mali, on va octroyer 15%, on va faire ceci, on va faire cela. Mais je pense que c'est du verbiage inutile. Allons-y dans le concret et je pense qu'on pourra avancer dans pour vous, le concret, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui doit être fait pour que les choses marchent, pour que l'or brille pour les Maliens, pour que l'exploitation minière, parce qu'il n'y a pas que l'or. Hein, dans le sous-sol malien, il y a beaucoup d'autres ressources minières qui existent dans le sous-sol malien. Pourquoi les choses ne marchent pas toujours selon, en tout cas, ce qu'on constate? Tout est lié à un problème d'homme. C'est le leadership qui manque. D'où d'ailleurs la création de NTM. C'est ce que j'ai dit. On est dans la refondation. D'ailleurs, c'est des discussions que je tiens constamment avec le premier responsable même de cette refondation qui est M. Ibrahim Kassamega. J'ai dit, à beau faire, quels que soient les textes que nous allons établir, les lois que nous allons mettre en place, si nous n'avons pas d'hommes, ça ne sera pas possible. J'ai dit, les textes qu'on a, on peut trouver obsolètes aujourd'hui. Nos lois existantes aujourd'hui, on peut les trouver obsolètes aujourd'hui. Mais est-ce que réellement ces lois et ces textes ont été appliqués? Ça ne serait-ce que 15% de ces lois ont été appliquées. Si on avait pu, à un moment donné, appliquer, avoir, c'est-à-dire des hommes intègres, des hommes soucieux de ce pays, de l'avenir et du devenir de ce pays, des hommes patriotes, des hommes et des femmes patriotes, on n'allait pas être là aujourd'hui. Là où nous y sommes aujourd'hui, on n'allait pas être là. Aujourd'hui, Lamine Seydou est dans une lutte farouche, en toute sincérité. J'ai eu tout le temps. C'est mon ministre aussi. Au-delà de gérer le département des mines, il gère l'eau et l'énergie. Je suis du secteur d'eau, moi. J'ai vu les actions posées. D'ailleurs, il se soucie plus de l'énergie, en tout cas l'électricité et des mines, que nous, notre secteur eau, parce qu'on suppose que le fleuve, il y a l'eau, et puis on pompe, on traite, et puis desservir les populations. Alors qu'il y a quand même des défis énormes. Oui, défis, mais qui, aujourd'hui, l'actuel DG est là-dessus, malgré qu'il a trouvé une société de gestion de l'eau potable abîmée, qui était dans un trou. Et aujourd'hui, ils sont carrément dans une maîtrise des charges, même pour pouvoir payer le personnel. Tellement qu'ils ont trouvé une société anéantie. Et je peux vous garantir, je suis du secteur, je sais ce qu'ils sont en train de faire. Les réformes que Lamine Seydou est en train de faire, qu'il a eu à faire, qu'il continue à faire aujourd'hui, sont à encourager. Et c'est des choses, on ne peut pas voir l'impact tout de suite. Maintenant, là où j'interpelle, c'est de permettre aux autorités locales, aux populations locales, réellement qui bénéficient d'abord de ces mines-là, qui sont dans leur circonscription en quelque sorte. Oui, qui respectent les règles du jeu. Qui respectent les règles du jeu, de deux. Généralement, là où il y a les sites miniers, faites le constat. Les villages environnants, c'est les villages qui souffrent en tout. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'école, ils n'ont rien, absolument rien. Alors que justement, les responsabilités sont réparties, attention. Entre qui et qui? Entre les populations locales d'abord, à commencer par ceux qui les représentent, leurs responsables coutumiers et autres, mais aussi l'État. Ça, il ne faut pas le dire, il ne faut pas l'oublier. Il y a également, c'est-à-dire les multinationales qui exploitent ces sites-là. Parce que chacun doit jouer son rôle. Maintenant, des ressortissants étrangers qui intègrent certaines entreprises nationales pour faire ce qu'ils veulent, comme les Chinois, par exemple. Oui, mais tout ça, là, c'est dû à quoi? C'est dû à l'homme malien. C'est dû à nous-mêmes. Quand vous dites les populations, comment est-ce que vous l'expliquez? Les populations, par exemple, je vous explique. Prenons le cas des orpailleurs. Supposons ces Chinois orpailleurs, moi je les traite d'orpailleurs en quelque sorte, parce qu'ils font de la même façon que nos jeunes qui partent sur les sites et autres, artisanat. Ah ouais, exactement, ils font pareil. Mais ils utilisent, c'est-à-dire les populations locales en complicité.
Ils sont plutôt en complicité avec Donc, certaines autorités souvent, locales aussi, ou avec c'est certains... à cause de la pauvreté que les populations sont... Oui, mais la soumises pauvreté, souvent. d'accord, mais la dignité d'abord. La pauvreté, oui, mais la dignité Oui, avant tout. pas C'est du ce tout qui manque, facile, c'est que j'ai dit. On manque d'hommes intègres dans ce pays. On manque de leadership. Et tout repose sur l'homme. Et tant qu'on ne refait pas, on n'essaye pas de mettre, c'est-à-dire un mécanisme en place pour ramener l'homme malien à changer de comportement et de mentalité, à beau refonder, à beau écrire des textes, ça n'ira pas loin. Ok, Maman Traoré, un dernier mot sur la question de l'exploitation minière rapidement. Bon, c'est un sujet fébrilement problématique que je ne m'y connais pas en réalité en matière d'or dans notre pays. Mais tout ce que je sais, c'est que je rejoins à peu près ce qu'il a eu à dire tout de suite pour que nous puissions sortir ce pays-là de l'ornière. Pour que l'or du Mali brille pour les Maliens, il faut refonder l'homme malien. Il faut essouffler une nouvelle dynamique à notre mécanisme même de Comment gouvernance. est-ce que cela va se faire? Je pense que le changement de mentalité, peut-être que les gens ne voient pas ça d'un œil assez objectif. Mais moi, je me dis que si vous prenez le Malien de 2012, 2010 à aujourd'hui, vous convenez avec moi qu'il y a un éveil de conscience qui s'installe. À un moment donné, j'étais avec les bennes de cerveau dans une plateforme dénommée Watisera. On partait à l'ambassade de France avec 15 personnes. 15 personnes, 10 personnes, on s'arrêtait, on disait à bas la France, on disait des trucs comme ça. Mais voyez-vous, aujourd'hui, à la place de l'indépendance, ils font sortir des milliers de personnes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un déclic chez les Maliens. Peut-être que les gens ne le voient pas, mais moi, je constate cet état de fait-là. À cause des réseaux sociaux, à cause de tout ce qui se passe de part et d'autre, ils commencent à prôner l'éveil de conscience. Moi, je me dis que ça, c'est appréciable. Laissons le temps faire les choses. Revenons sur des bonnes bases. Écoutons-nous, fédérons les énergies. Et je pense que nous allons pallier à beaucoup d'éventualités dans notre pays. Merci beaucoup, Seydina Omar Maïga. Dernier mot sur tout ça, sur la question minière. On n'a que quelques minutes. Bon, je pense que j'avais déjà dit l'essentiel. C'est en tout cas de revenir toujours dire que tout repose sur l'homme. Et ce pays ne saurait se faire sans nous. Essayons de nous mettre au-dessus de la mêlée. Essayons de comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une transition. Certes, une transition a pour but d'organiser des élections, mais on est tous conscients, d'accord, qu'on ne peut pas aller vers des élections sans au minimum, c'est-à-dire réformer certaines choses. Merci Donc, de beaucoup. ce fait, je lance un appel à tous les Maliens qu'on se retrouve, peu importe notre coloration, nos colorations politiques et autres, peu importe les associations, peu importe ce qui s'était passé entre nous, retrouvons-nous et puis voilà, gérons et avançons. Merci beaucoup, Seydina Omar Maïga. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de l'association Nouveau Type de Maliens. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également reçu sur ce plateau Maman Traoré, qui est le président du mouvement politique Fasodin. Et nous avions également sur ce plateau Bourema Soulo, qui est journaliste, qui nous a également quitté tout à l'heure. Donc, c'est ce qui me fait à l'émission politique à la Fière Hebdo. Nous avons essentiellement parlé des sanctions de la CEDEAO qui ont visé toutes les autorités de la transition à l'exception du président Assimi Goïta et du ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Nous avons également parlé de légitimité traditionnelle et enfin de l'exploitation minière, ses enjeux et perspectives. Au revoir et à très bientôt sur la Fière TV.